Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'on m'entend? Pour l'instant, je ne vois personne. En même temps, il est 19h. Ah, coucou Justine. Est-ce qu'on m'entend? Tu vas me dire. Coucou Pierre. Coucou Laurence. Oh là là, il y a Taroni à fond. Salut tout le monde. Moi. Coucou Mélanie, Guillaume, petit Lulu, Lu. Yes, très bien. Ok, cool. Salut Sylvie. Ah, mais il y a toute la famille là. Coucou. Oui, le son est top. Parfait. Bisous. Salut Marseille Shopping. Vous allez bien? En fait, j'attends une réponse, mais forcément, vu que c'est toute seule à parler. Dites-moi si vous allez bien. Je fais comme d'habitude, hein, on attend un petit peu qu'il y ait du monde pour démarrer. Et tu crois quoi? Bah, je crois quoi? Je sais pas. Salut ma grande. Salut bonhomme. Ah, c'est cool, il y a un peu de monde. Coucou tout le monde. Salut Camille. Ah, Camille, elle est là. Et il y a une autre Camille. Camille, ma sœur, et Camille qui va intervenir tout de suite. Waf. Ouais. Coucou Iliade. Ah, on est déjà 16, waouh. Ok, il est 19h03. Je vous expliquais, les réponses sont décalées. Ah ouais. Ouais, ouais, faut pas trop que je lise les commentaires. Je vous explique un peu le principe de la soirée. Donc, cache pas ta joie, vous connaissez, c'est révéler le positif en toute chose. Et très souvent, les histoires de joie, elles jaillissent d'une histoire moins joyeuse. Et d'ailleurs, c'est très souvent comme ça, les opposés, la lumière, l'ombre, tout ça. Et je trouve que pour parler de joie, il faut aussi parler de galère et ça va ensemble. Et donc du coup, l'idée de cette soirée, c'est cache pas tes galères. Pourquoi cache pas tes galères? Parce que c'est en les assumant, en les vivant pleinement, toutes ces galères, ces obstacles qu'on va raconter ce soir dans ce live, c'est en les vivant pleinement qu'on peut ensuite passer à autre chose et trouver de la joie et en apprendre. Salut Emeric, salut Maxou. T'es trop belle. Oh maman, t'es vite. Ah, j'ai les cernes là. Bref. Donc voilà, ça c'est le principe. Pour ceux qui connaissent pas, ça a commencé dans ce genre de soirée, c'était dans des bars, quand ça existait encore, et avec des vrais gens. Le but c'était aussi de casser le mur et d'avoir de l'échange. Donc c'est pour ça que le live c'est pas mal parce que vous pouvez interagir. Bon, malheureusement, on pourra pas boire une bière. Enfin, vous pouvez boire une bière, mais chacun de votre côté. Salut à tous qui nous rejoignez. Coucou Alice. Ça fait plaisir de vous voir tous ici. Et puis, pour finir cette introduction, je voulais vous lire une phrase qu'a publié Angelo Follet sur Balance ta peur. Bah, il vient d'arriver justement. J'ai noté une phrase qu'il a publiée aujourd'hui sur son compte, qui va très bien avec ce qu'on va raconter aujourd'hui. Encaisser les événements douloureux de la vie, c'est choisir de garder sa souffrance au lieu d'accepter complètement de hurler ou de pleurer sa douleur. Et c'est totalement ça, on en vit tous des galères, donc autant les exprimer, autant les sortir, et après on peut passer à autre chose, peut-être d'autres galères, mais aussi du positif. Donc voilà, la soirée, il y a trois grands moments, trois grands témoignages. Camille en premier, ensuite Angelo de Balance ta peur, et pour finir Sarah. Voilà, et n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir. Moi j'ai mon petit carnet et je note les questions, les remarques, et à la fin de chaque témoignage, je poserai vos questions. Comme ça permet à chaque personne de s'exprimer tranquillement et pas avoir à tout lire. Salut Youssouf. Voilà, Camille, si t'es prête, je vais t'inviter et puis tu vas commencer à nous raconter ta galère et comment t'as réussi à la surmonter. Alors, c'est la première fois que je fais un live en invitant des gens et tout. Voilà, Camille. Tac. Camille est en train d'arriver. Salut à tous qui nous rejoignent. Salut Alice, Ça va? ça va, ouais? Tu m'entends là? Bien. Oui, m'entends. Est-ce que tu veux te présenter un peu ou que je te présente ou... Oh, vas-y, présente-moi. Ok. Le Alors, boulot.
Déjà, j'explique aux gens comment on se connaît. On s'est rencontrés grâce à l'Institut. Hmm. J'ai de l'écho, c'est normal? Ouais, c'est pas top. Peut-être je vais mettre mon casque, non? Peut-être, ouais. Ouais. Donc, Camille, je l'ai rencontrée à l'Institut de l'engagement. J'ai pas envie de te réduire à, entre nous, j'ai pas envie de te réduire à ce que tu fais dans la vie ou moi, ce que j'aime chez toi, c'est que tu te poses 20 000 questions et que j'adore t'écouter parler et parce que tu es le genre à tout le temps réfléchir plus Ah bon. loin et notamment dans un sens positif. Ouais, ça fait un écho? Ça fait encore un écho ou pas? Normalement, non. Là, ça va mieux normalement. Ah ouais, les Voilà. joies des réseaux. Et pour juste pour finir, t'es parti au Cambodge, tu vas parler de ça? Oui, Ouais. Bon, je laisse je enchaîner. pourrais, je pourrais te la mettre à l'envers, genre tu commences à raconter l'histoire du Cambodge, en fait je te dis ah non en fait c'est pas du tout ça, je peux te raconter. Oh, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, merci de cette introduction. Après oui les sujets où parfois on part, je dirais enfin, des fois c'est un peu lourd, hein, on part un peu en vrille quand même, hein. Tu vois quand tu réfléchis trop des fois c'est un peu chiant. Ça va être un peu de travers mais c'est pas grave, c'est comme ça. Bonsoir. Euh, oui, du coup, bon, on s'est déjà un petit peu vu avec Alice. On a déjà fait quelques vidéos ensemble et ce magnifique épisode de podcast aussi, dans lequel j'explique la beauté d'une expérience à l'étranger et là, qui plus est, au Cambodge. Donc, c'était une expérience de volontariat, d'engagement. Je suis partie en service civique là-bas pendant 6 mois. Et en fait, en général, je me rends compte que je raconte souvent la facette hyper positive et hyper joyeuse de ce moment-là, qui est là, hein, qui est existante et qui finalement, avec distance et recul, c'est celle qui reste, parce que c'est celle qui te nourrit et qui est hyper riche. Mais tu as tout ce moment quand tu vis au quotidien là-bas, et en plus, qui plus est, un quotidien de travail finalement et de routine qui entre en compte. Tu vois les choses un peu différemment, quoi. Et en gros, c'est là au début du confinement que j'ai retrouvé des vidéos de moi sur mon ordinateur qui racontaient face cam la réalité de terrain, tu vois, et où j'étais en fait un peu négative, quoi, un peu en prise, voilà, de plein d'angoisse, je pense, de plein de peurs. Alors, je vais pas trop aborder le sujet des peurs. Je pense que l'invité suivant le fera Ah bah bien. non, 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 bah, et raconte pourquoi t'es Non, partie, mais t'as fait. ouais, je suis partie donc en service civique là-bas, 2016-2017, pendant 6 mois. C'était une année de césure entre ma licence et mon master. Et donc, j'étais prof d'anglais dans une école, en gros. Et après, j'ai travaillé dans une coopérative agricole. Je suis partie via une asso marseillaise. Ah, ça coupe. Ah, ok. C'était, tu m'entends? Ouais, ça a coupé, mais là, c'est revenu. Ok. Moi, t'es toujours en coupé. Ok, c'est bon. Euh, donc c'était la première fois que je partais si loin seule et dans une expérience d'engagement en plus de volontariat. Donc faut vraiment avoir ça en tête que c'était un contexte finalement pas de voyage en fait et de découverte et de tourisme au quotidien. Bien sûr qu'il y avait de la découverte, bien sûr qu'il y avait de la nouveauté, bien sûr qu'il y avait de l'inconnu. Et c'était ça qui était incroyable et c'est ça qui reste après réflexion. Mais finalement, dans le quotidien de vie, c'était finalement un quotidien de travail en fait où j'avais des horaires, j'allais à l'école, j'enseignais l'anglais, une langue qui n'est pas ma langue maternelle, à des gamins la plupart du temps qui n'ont pas ta culture, qui n'ont pas ta langue, qui n'ont pas tes expériences qui ne sont pas dans ton pays, enfin voilà, avec un climat aussi hyper compliqué quand même, hyper humide et donc voilà, où le quotidien n'était pas forcément hyper simple. Et c'est peut-être bien de le dire que je suis en fauteuil et que du coup, j'oublie des fois en fait. En plus, là, je te parle, je suis sur le canapé tranquille. Forcément, C'est j'oublie que je suis en c'est fauteuil en fait. juste un petit détail, après, bon. Peu La meuf, d'importance.
La meuf part 6 mois toute seule au Cambodge, elle oublie de raconter qu'elle est en fauteuil. En fait, ouais, ouais, c'est une logique pour moi, mais je l'oublie des fois. Mais du coup, c'est cool. Et des fois, je trouve ça cool aussi quand les gens l'oublient. Mais bref, en gros, ouais, ça a amplifié aussi dans l'idée de petites complications, quoi, hein, que quand même d'aller dans un pays où, bah, on va dire, les normes d'accessibilité, c'est pas comme chez nous. Mais finalement, c'était pas forcément ça le plus galère, en fait, au quotidien. Parce que voilà, ils sont formidables et du coup, tout se fait facilement. Mais voilà, en gros, il y avait quand même dans l'idée de la négativité du départ, de l'expérience négative, il y avait ce truc finalement que au quotidien, en fait, tu savais finalement que l'expérience allait être riche, allait être belle, allait être unique, elle allait te forger en tant qu'être, en tant que tout ça. Mais en fait, dans le quotidien pur et dur, tu vivais un boulot, tu vois, à l'autre bout du monde, quoi. En plus, un boulot qui, du coup, enfin, en plus, me passionnait pas réellement. Enfin, tu vois, il y avait un rapport un peu particulier finalement à cette expérience-là dans le quotidien quand t'es vraiment tête baissée là-dedans, quoi. Et du coup, j'ai défini deux problématiques. Je suis un petit peu organisée, j'ai mon petit carnet à côté parce que sinon j'allais partir en vrille. Enfin, j'avais pas, ça allait durer une demi-heure, donc c'était pas trop l'idée. En gros, le premier truc vraiment qui revenait et que j'ai un peu défini en revoyant des vidéos de moi, là, donc les 5, 6 premiers jours, les 2 premiers mois, voire même le dernier mois encore, où j'étais des fois là-dedans encore, c'est que je ressentais énormément la solitude. Alors c'était un peu particulier parce que malgré tout on était dans une maison des volontaires, donc il y avait tous les volontaires avec qui je travaillais à l'école qui vivaient dans cette même maison. Mais moi du coup j'étais au rez-de-chaussée, eux étaient à l'étage. Donc déjà il y avait une distance là qui se créait. Et en fait je m'entendais pas hyper bien avec ces volontaires qui plus est étaient mes collègues et mes colocataires, enfin en tout cas mes voisins. Enfin tu vois il y avait un rapport un peu particulier. On n'était pas on n'était pas forcément dans un même mode de vie. Et en fait, eux étaient très casaniers, très solitaires, très de leur côté. S'ils sortaient en ville ou ils faisaient des trucs, ils faisaient leurs trucs de leur côté. On ne venait pas trop se communiquer, quoi. Et ça, j'ai ressenti ce premier truc un peu comme une forme d'abandon, une forme de, OK, là, vous êtes un peu mon pilier, sous prétexte qu'on est un peu sur des pays similaires. Tu vois, il y a un truc très chauvinisme qui revient, je sais pas trop comment l'appeler, mais Oui, quand tu es dans un pays. c'était pas des Français. Il y avait des Français, il y avait des Français, il y avait des Anglais, des Allemands. Ouais. Donc, ouais, c'est quand même une autre culture malgré tout, mais quand tu es dans un pays aussi éloigné, tu te dis, oh, ok, il y a quand même un truc qui se rapproche, quoi, où il y a peut-être il y a des similitudes. Et en fait, pas du tout, quoi, mais pas du tout. Et donc ça, c'était le premier point, tu vois, qui était quand même compliqué en fait au quotidien. Et en tout cas au début. Et en fait, le deuxième point, hyper compliqué, et ça qui m'a jamais lâché, c'est que j'avais un espèce de toutes mes libertés que j'avais construites, que j'avais découvertes pendant ma licence, donc à Nantes, que je vais expliquer là, mais en gros, c'était des libertés qui d'un coup m'étaient enlevées en fait. Et genre notamment la liberté de déplacement. Et alors, ça peut paraître bizarre parce que tu te dis que tu es à l'autre bout du monde et au contraire, et puis en plus, les codes de conduite de tout ça sont complètement différents. En plus, surtout dans un pays asiatique et Asie du Sud-Est, où il y a quand même une liberté aussi de vie, d'occuper de ton temps et tout de manière complètement différente de nous. Mais même sans être là-dedans, des trucs très concrets. Moi, à Nantes, j'ai passé mon permis rapidement, j'ai eu mon appart, ma vie rapidement, j'ai eu ma bagnole rapidement. En fait, là, d'un coup, j'avais plus rien. Et en fait, moi, il suffisait pas que je prenne mon vélo pour aller faire un tour. Il suffisait pas que je prenne le petit scooter. Enfin, du coup, tout devait être repensé, devait être recalculé. À chaque fois, je dépendais de tuk-tuk, tu vois, pour me déplacer. Donc, d'un horaire, fallait que je les appelle ou que j'aille en chercher un. Mais en chercher un, ça voulait dire bouger jusqu'à cet endroit-là où, la route, potentiellement, c'était pas forcément l'accès le plus simple. Enfin, tu vois, il y avait tout un truc qui devait être repensé et où, en fait, dans le quotidien et dans la suite logique, c'était un peu lourd, en fait, tu vois, un peu de devoir dépendre finalement de l'autre pour bouger, quoi. Ce que t'as pas Donc, forcément en France, quoi. Ce et sentiment-là. ouais, non, que t'as pas forcément en France. En tout cas, là, moi, dans mon cas,
Je te dis, voilà, en ayant vraiment développé cette autonomie et cette indépendance que vraiment j'avais un peu mis sur un piédestal pendant ces 3 ans de licence où je m'étais découverte, tu vois, en tant que jeune femme, en tant que jeune adulte. Enfin bref, tu vois, il y avait tout un truc où d'un coup, bam, je repartais un peu à zéro. Enfin, tu vois, comme si d'un coup j'étais un peu une enfant de ça, quoi. Donc ça, c'était un peu particulier. Et est-ce qu'on arrive à la phase où du coup ça devient positif? Bah oui. Non, enfin, moi, du coup, ce que j'ai en tête, c'est Ouais, le podcast où je t'avais interviewé, on avait parlé de ça, et t'avais parlé que de ouais, positif. Et oui. comment ça se fait que t'as autant occulté ces trucs-là, négatifs? Mm. Bon, vas-y, je continue. Ben, ouais, 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 non, mais si, c'est intéressant. Parce que, en fait, je pense que malgré tout, en fait, donc je suis restée 6 mois là-bas, malgré tout. Je suis quand même restée 6 mois là-bas, et en fait, je pense que j'ai réussi à prendre des décisions euh, qui ont fait que à chaque fois, j'arrivais à ma limite, euh, la limite que j'avais poussée progressivement, que j'avais éloignée progressivement. Mais en fait, c'était la limite que je pouvais pas dépasser. Parce qu'en fait, si je la dépassais, je repartais dans quelque chose de dégoût ou dans quelque chose qui allait plus me correspondre, qui allait plus être moi, qui allait me mettre dans des états de colère ou de tristesse ou de déception ou de tout ça, tu vois. Et en fait, là, je te parle vraiment pas des limites qui, du coup, étaient hyper challengeantes, que du coup on avait pas mal développé dans le podcast. Je t'avais parlé des limites physiques que je ressentais et que du coup j'avais réussi à aller toujours un peu au-delà en montant à des putains dans des temples de dingue ou en étant allé au temple d'Angkor aussi à plusieurs reprises. Enfin, et là c'était ouais des limites que tu dépassais parce qu'elle t'amenait un challenge en fait, elle t'amenait un dépassement de toi. Et là, vraiment, il y avait plus une limite d'ordre de survie un peu. Je sais pas trop comment la définir, mais en gros, tu vois, c'est comme finalement un plat que tu vas manger tous les jours non-stop parce que tu l'adores, jusqu'au moment donné où ça va être le jour de trop et où là, tu vas tomber dans le dégoût de ce plat. Et j'adore faire la comparaison à la bouffe parce que je trouve que c'est hyper vrai. Et là, en fait, on était vraiment là-dedans. Et ce travail à l'école, j'ai senti qu'à un moment donné, c'était plus possible. J'en avais trop marre sur plein par rapport à plein de facteurs, enfin plein de raisons. Et en fait, du coup, c'était ce moment-là où je me suis dit, ok, vas-y, tu veux rester encore un peu dans ce pays, tu termines ta période de volontariat, donc pas sur autre chose. Donc du coup, je suis passée sur autre chose. Je suis allée dans la gestion de projet dans une coopérative agricole. Ça n'a pas duré trop longtemps, mais finalement, ça a été cette période de changement et de renouveau qui m'a fait dire, OK, c'est bon. À la fin de ces 6 mois-là, la plupart des volontaires, il y avait d'autres volontaires qui allaient, venaient, repartaient. D'autres étaient arrivés, je m'étais bien entendue avec eux. Et eux repartaient. Ils avaient fini leur volontariat, ils partaient pas mal en voyage, au Laos, au Vietnam, à côté et tout. Et en fait, arrivé à ce moment où tu te dis, OK, bon, là, la période se finit, t'es solo, potentiellement, ouais, il y a encore beaucoup de choses à voir. T'as absolument pas tout vu, même pas tout vu de ce pays, vu que, comme je vous dis, on bougeait pas non plus tout le temps, tout le temps. Mais bon, j'avais fait un peu un tour du Cambodge. Je me dis, c'est con quand même de pas aller au Vietnam, au Laos, c'est à côté, t'y es, c'est le moment. Et en fait, arrivé ce moment où j'en ai marre, en fait. Genre, juste, en fait, j'en avais marre. J'en avais marre qu'il fasse chaud tout le temps. J'en avais marre d'être jamais transparente aussi, parce que j'étais toujours vue, reconnue, tu vois. Enfin, la fille en fauteuil, blanche. Tu vois, enfin, il y a un truc aussi où j'allais toujours au même endroit, forcément, tu vois, je vivais au même moment. Enfin, il y avait un truc qui commençait à devenir hyper lourd. Et aussi, ça allait commencer avec la période de la mousson. Et là, c'était quand même, j'ai vu un peu le sketch de devoir me déplacer en barque et en fauteuil, c'était complètement impossible, tu vois. Je me suis dit, on va pas tomber dans le sketch et dans la cata. Donc, franchement, rentre tant que t'es encore, tant que tu aimes encore ces moments-là et tant que tu apprécies encore cette vie-là et ce pays-là et ces gens-là, tu vois. Et si tu dois y retourner, tu y retourneras, tu vois. Donc, je pense qu'il y a eu ces moments-là, ces moments-là où j'ai réussi à prendre des décisions, en fait, à me faire confiance aussi, à m'écouter, tu vois, et me dire, OK, en fait, là, non, tu vois, c'est plus ça, tu vois. Et ça, je trouve que ça a été un enseignement un peu dingue,
parce que récemment aussi, il y a eu un autre événement aussi où j'ai dû partir en stage en Italie, grosso modo, et Italie, voilà, c'était le berceau de toute la merde du moment. Enfin, c'est pas le berceau, mais bon, ça a été un peu le démarrage et c'était hyper, enfin, comique de voir que d'une certaine manière, la situation que j'avais, enfin, la réaction et les prises de décision que j'avais réussi à avoir au Cambodge, j'avais pas du tout réussi à l'avoir là en Italie et que voilà. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment ouais, l'idée de se faire confiance. T'es en train de nous Et dire que ce que t'as appris au Cambodge, ça n'a rien servi, ça n'a pas servi en Italie, c'est ça? aussi, mais c'est parce que j'ai été têtue, quoi. Mais non, mais je pense qu'il y a vraiment, ouais, il y a vraiment l'idée en fait de s'écouter. Alors, ça va paraître un peu bateau, mais de vraiment en fait un peu faire confiance à soit ton instinct, soit ton intuition. Enfin, je sais pas, appelle-le comme tu veux, mais il y a un moment donné où je pense que tu te connais toi-même, ou en tout cas, tu apprends à te connaître toi-même de par plein de par tes expériences, quoi. Et vraiment, enfin, on le dit, voilà, le voyage forme et nourrit, blablabla. Mais en fait, là, c'était vraiment ça. C'était vraiment l'idée d'être perdu de tout repère, de toute culture, de tout. Et de te dire, OK, bon, en fait, là, cette adaptabilité-là que j'ai eue, c'est ça aussi un terme qui me revient à chaque fois. Et cette adaptabilité-là que j'ai réussi à avoir et avec laquelle j'ai réussi à construire, tu vois, des trucs, et ben en fait, à un moment donné, ouais, elle a une limite en fait. Enfin, elle a une fin, on va dire. Et je crois que tu sens un peu le moment où c'est le cas, tu vois. De toute façon, si tu dépasses ce truc-là et que tu arrives dans des schémas de l'ego, enfin, genre que tu arrives dans des schémas d'émotions hyper fortes et intenses où t'es plus trop maître de ça, c'est que tu as dépassé ce moment où tu es encore maître de toi et de ce que tu as envie de faire, tu vois. Et bon, je sais pas si c'est très clair, Si, je mais en crois. gros, voilà. En gros, il y a eu Ok. ça, quoi. Et du coup, c'est, je pense, aussi le fait d'avoir pris la décision de, voilà, de partir, enfin, de partir, de rentrer ou de faire ces choix-là ou ces choix-là, me fait réaliser qu'aujourd'hui, là, 3 ans plus tard, il y a une petite forme de pas de nostalgie, mais de mélancolie, ou enfin, de souvenirs hyper joyeux qui reviennent quand je parle de cette expérience. Parce que, en plus, tu vois, il y a une petite frustration de me dire aussi que j'ai pas tout vu, pas tout connu, que j'ai absolument pas vu en plus les pays voisins, que, tu vois, il y a encore un truc à découvrir et de toute façon, il y a toujours à découvrir, tu vas me dire, mais là, il y a un côté où je sais que, voilà, je sais que, tu vois, je peux y retourner. Enfin, il y a une petite étincelle encore qui est Ouais. là et, C'est ça, c'est goût de d'inachevé, quoi. ouais, carrément, carrément, ouais, ouais. Ça me fait penser qu'on est le 28 avril et actuellement, je devrais être en Thaïlande et en partance pour le Laos. Tu J'aurais vois, dû bah, prendre une voilà. Ah là là, tira, tira. Ouais, ouais. Plus tard, mais tira. Bah, on sait pas. Si, si, j'y crois. Ouais, Voilà. ouais. Ok, bah merci. Est-ce que vous avez des questions dans le public, dans l'audience? Il y a eu des t'es trop belle, bravo, Ah bon? des gens. N'importe quoi. Ouais, je lis, hein, moi je lis, je te dis pas. Ah yes. Ah moi j'ai stoppé plus haut, du coup je les voyais pas défiler. Tant mieux, parce que sinon T'as j'allais vous des déranger. cœurs, t'as des cœurs qui défilent. C'est mes copains, c'est pour ça. Pourquoi? Non? Ouais, je sais pas. Ok, bah merci. Est-ce que tu veux ajouter encore quelque chose? Ben non, je pense que c'est bon. Après, en fait, je crois vraiment que c'est le contexte parfait pour parler de tout ça, de ces expériences négatives qui deviennent positives, parce qu'on est là-dedans, hein, clairement, on est là-dedans. Et voilà. Et là, je prends conscience aussi. Enfin, je voulais pas parler du confinement parce que j'ai vraiment pas du tout de recul là-dessus. Puis relou, tu vois. Mais il y a un truc, je pense, qu'on pensait hyper négatif au départ et qui finalement, pour certains, ça le reste, mais pour d'autres, ça l'est un peu moins. Et pour d'autres, voire, ça l'est, ça devient hyper positif et parce que ça forge l'introspection et du coup, ça forge la réflexion sur soi et voilà quoi. On était obligé de Ah, trouver des il y a eu des questions. Alors, il y a ma mère qui dit t'es une championne. Et qui il y a petite AV qui dit qu'est-ce qui s'est passé en Italie? Je sais pas si on a le temps de trop développer l'Italie. Ah ouais, non.
Et tu parles pas de Montpellier. Il y a quelqu'un qui dit, Mylène qui dit, je suis impressionnée par ce recul. Et Angelo qui va arriver, il dit bravo Camille. Ah, merci. Qu'est-ce qui s'est passé en Italie vite fait avant de passer la parole à Angelo? Hmm, Il faudrait encore une demi-heure, je pense, pour raconter l'Italie. Non, non, pas une demi-heure pour raconter l'Italie, hein. Ouais. non, il faudrait. C'est pour ça. Je sais pas si on peut raconter rapidement, quoi. Ok. Si, mais en gros, enfin, là, j'étais en fin de master, donc je devais trouver un stage de 6 mois de fin d'études, et j'ai décidé de partir en Italie, à Milan. Enfin, j'ai trouvé le stage tant bien que mal, mais voilà, j'ai trouvé dans une asso, etc. Et en fait, bon, en fait, il y avait beaucoup d'attaches à Montpellier, d'attaches financières, d'attaches morales, on va dire, d'attaches enfin, morales, psychologiques, amicales, amoureuses, enfin. Du coup, je pense que c'était compliqué de partir et sous le prétexte de c'est une opportunité, ça va être dingue, tu verras, c'est une expérience de fou et tout. Ok, mais en fait, ça c'était le mental qui parlait. Enfin, ça c'était ma tête pour me dire ok, c'est le moment, saisis l'opportunité, etc. Parce que c'est voilà le master, la fin d'études. Et en fait, le cœur réellement lui parlait et disait mais en fait, c'est pas le moment, tu vois, genre juste c'est pas le moment. T'iras en Italie, tu aimes ce pays, tu aimes cette langue, t'iras mais pas maintenant, et pas comme ça, et pas 1000 ans. Que Donc voilà. l'univers t'a donné raison, parce que c'est pas du tout la bonne période pour aller à Milan. L'univers m'a grave donné raison parce que en fait le corona ça a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais il y a eu merde sur merde quoi. Enfin vraiment je vous la fais courte, mais vraiment enfin si on croyait pas aux signes ou si on croyait pas à ce qui arrivait là à toi, à un moment donné enfin c'était clair quoi. Il y a eu vraiment beaucoup de signes qui disaient que enfin, en 10 jours, j'ai vécu ce que même pas des gens vivent en 3 ans de. Enfin, ce que j'ai même pas vécu aussi, au Cambodge en 6 mois. Enfin, Oui, donc c'est pour ça voilà. qu'il y a petit AV qui demande pourquoi une réaction différente. C'est aussi que les situations étaient différentes. Le Cambodge, c'était dur sur le long terme, alors que là, l'Italie, c'était un concentré de merde, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. C'était vraiment un concentré de merde. Puis je crois que je suis partie. En fait, honnêtement, je crois que je suis partie dans un mood qui était pas le bon. Enfin, en fait, qui juste un mood qui avait l'impression de subir en fait aussi. Tu vois, il y avait une forme de. Je subissais cette expérience, cette opportunité-là, alors qu'en fait, elle devait être hyper cool et hyper belle. Enfin, j'aurais juste dû vouloir avoir envie d'y aller et pas trop me poser mille et une questions. Et en fait, je crois que j'avais pas envie, en fait, tout simplement, tu vois. Et c'est en Ouais. ça le truc de se sentir juste, tu vois. Et effectivement, j'aurais pas dû y aller parce que j'ai perdu un peu beaucoup d'argent, mais bon, entre autres. Mais après, bon, il y a eu des chouettes trucs, mais voilà. Mais j'irai plus tard. Mais vraiment, quand j'ai vu le corona et tout, je me dis, bon, non, ouais, Ouais. c'est bon, quoi. C'était Bon, je vraiment pas pense le moment. commentaire, je pense que c'est quelqu'un que tu connais parce qu'il dit heureusement que c'est une personne, une fille, heureusement que tu as une camarade de classe qui a émerveillé ton année de master à côté. C'est Guigui. Quelle faillotte. Elle est coincée en Thaïlande, elle. Alors, une dernière question, après on arrête, ok? Parce qu'il faut passer la parole. Ouais. Il va durer 30 ans. Et cette Ciao. force, Mylène qui demande, et cette force, dans quoi tu la trouves? Bonne question, ça. Ah non. C'est toujours les questions auxquelles je sais pas répondre. Bah, sinon, c'est pas drôle, hein. Si je te demande ce que tu as mangé à midi, tu sais quoi répondre, mais c'est pas très marrant. Bah, vite fait. C'est hyper bon en plus. Alors, cette force, dans quoi je la trouve euh, Oh, je crois qu'il y a enfin, il y a quand même beaucoup d'éducation là-dedans. Enfin, je vais faire un truc très restreint, mais maman, si tu m'entends. Non, mais elle est pas sur Insta en plus, je suis deg. Mais non, mais je pense qu'honnêtement, oui, il y a eu un truc. Enfin, il y a eu tout un contexte familial, des expériences de vie qui ont fait qu'en fait, tu décides de voir le positif avant de voir le négatif. Et du coup, c'est ça que tu crées un peu autour de toi, sans être dans une grande force spirituelle ou je sais pas quoi, mais juste en fait de constater que quand tu vois vraiment les choses, que tu arrives à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, je pense que ça change pas mal quoi de choses. Et je dirais que ouais, je la trouve là-dedans cette force, dans les autres, dans ce que je crée, dans ce que je fais et tout. Mais
Après, voilà, hein, je suis humaine. Enfin, il y a des moments où genre, je suis en grosse peur. Et là, tout à l'heure, j'ai entendu parler du déconfinement et j'ai eu de peur de ouf qui m'a saisie, quoi. Vraiment. T'inquiète, c'est pas grave, le truc, là. Yes. Parlons de la peur. Je fais une parfaite transition. Oui, bon, je voulais juste terminer. Est-ce qu'on peut faire une photo, genre capture d'écran, et du coup, faut qu'on sourie en même temps? Une belle leçon de vie malgré cette Oui. Redlock. Allez, vas-y. Attends. Vas-y, attends. Attends, le temps que je passe, le On a temps l'air que un peu j'arrive. de Voilà. mes autres. Tu souris, Oui. hein? Attends. Oh non, tu fermes les yeux. Non, c'est bon, c'est bon. Ok, c'est bon. Mais non, j'ai juste les yeux hyper amandes. Ok. Bon, merci Bon. beaucoup, Camille. Merci à Euh, toi. merci beaucoup. Et puis, Merci à je vous. te laisse quitter ou tu quittes? Ouais, vas-y, je quitte. Et Ça à la suite. Oh, je serai là ouais, dans les commentaires de toute façon. ça marche. Merci Ciao. beaucoup. Bisous. Merci à toi. Oh non, j'ai tout loupé. Non, t'as pas loupé, Cyrielle. Je vais inviter mon nouvel invité. J'espère que je pourrai voir en replay. Oui, il y aura un replay. Il y aura un replay. J'espère que j'y arriverai à le mettre sur YouTube. Alors, eh ben, c'était chouette tout ça. Alors, ah, ça y est, il a demandé. Il arrive, Angelo. Parce que vous le connaissez, je sais pas si vous connaissez Angelo Follet, il a un compte. Salut Angelo, Salut, ça va Alice? ça va? Ouais, très bien. Cool. Oui, je disais aux gens avant que tu arrives, je leur demandais si vous aussi connaissez la page que tu as créée qui s'appelle Balance ta peur. D'accord. Voilà, Bon. mais ils répondront pour eux. Merci Non, en tout mais cas, c'était hyper inspirant le témoignage de Camille. ouais, elle est géniale, elle est géniale. Ça la gêne qu'on le dise, mais elle est géniale. Ça fait apprendre à recevoir aussi, ça fait plaisir. Voilà, c'est ça. C'est ça. Est-ce que il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas. Est-ce que je te laisse raconter un peu? Raconter le conte? Ouais, vite fait pour te présenter. Ok, alors je vais me présenter. Donc je m'appelle Angelo Follet, je suis psychothérapeute et directeur artistique dans la musique. Et il y a 2 ans, j'ai créé un compte qui s'appelle Balance ta peur, donc un compte Instagram. Et en fait, l'idée, c'est que je reçois des témoignages des abonnés qui balancent leur peur, donc qui se dévoilent sur leur peur. Et à partir de leurs témoignages, j'en fais des posts où je réfléchis, j'écris des textes de réflexion autour de la peur. Mais après, du coup, ça va très très loin, puisqu'on derrière la peur, il y a énormément de sujets. Donc voilà, on parle beaucoup des émotions, des relations, voilà, des angoisses existentielles, de la vie, de la mort. Voilà. Ok. Donc juste pour ceux qui viennent d'arriver, j'explique un peu le principe. L'idée, c'est de pas cacher ses galères aujourd'hui. Donc raconter une galère pour ensuite passer du côté positif et raconter comment on en tire du positif. Parce que personnellement, je trouve que la joie c'est cool, mais très souvent elle arrive pas aussi facilement. Et donc du coup, écouter des histoires de galères et comment on s'en sort, je trouve que c'est beaucoup plus utile pour nous-mêmes après trouver de la joie. Donc vas-y, je te laisse. Mais tu vois, finalement, on fait la même chose, hein. Les gens, quand Ouais, ils balancent leur peur, ils racontent leur galère, quoi. Donc, c'est ça. Ouais, c'est clair. finalement, on C'est pour fait le ça que même boulot. c'est pour ça que je pensais à toi parce qu'il y a pas mal de similitudes. Et d'ailleurs, en intro, je sais pas si tu étais là, mais j'ai lu ton post d'aujourd'hui sur Hmm. encaisser les événements douloureux de la vie, c'est choisir de garder sa souffrance au lieu d'accepter complètement de hurler ou de pleurer sa douleur. Hmm. Voilà. Je croyais qu'on était bien J'ai dans. évité d'hurler et de pleurer, mais je veux bien raconter une galère, si tu veux, Vas-y. si c'est le but. Euh, j'ai pas mis longtemps à choisir, parce que j'en ai vécu plein des galères, évidemment, mais je crois que la plus grande galère que j'ai jamais vécue reste quand même ma naissance. Déjà parce que dans beaucoup de concepts philosophiques, ben, la naissance, ça reste quand même une condamnation à mort, puisque à partir du moment où tu nais, il y a l'horloge qui tourne. Mais au-delà de ça, moi, c'est surtout les conditions de naissance. C'est-à-dire que je suis né en galère en fait. Donc pour expliquer ça, en fait, moi, je suis né prématuré à 7 mois. Donc ma maman en fait avait attrapé la toxoplasmose, donc c'est une maladie qui s'attrape souvent avec
quand on a des chats, etc., dans les litières pour chats, etc. Et ça peut mettre en danger le bébé pendant la grossesse. Euh, et en plus de ça, en plus de la toxo qui pouvait me mettre en danger, il y a eu le fait que quand elle se nourrissait, c'est elle qui prenait du poids et qui grossissait et pas moi. Donc il y avait un problème de transmission de la nourriture entre elle et moi, ce qui fait que moi, je m'affaiblissais et j'étais d'autant plus fragile et d'autant plus apte à subir la maladie qu'elle avait. Donc les médecins ont forcé un petit peu l'accouchement et donc je suis né à 7 mois. Il faut savoir que normalement, même quand on est à 9 mois, pour un humain, le sevrage se fait au bout de 12 mois. Donc en fait, naturellement, on est en avance parce qu'on devrait rester encore peut-être 3 mois de plus pour être complètement sevré. Euh, et là, du coup, bah, j'ai eu un peu 2 mois en moins, si tu veux, de cette espèce de paradis où tu es dans le ventre de ta mère et où voilà, tu es au chaud, tu n'as rien besoin de demander, tu n'as pas de problème, etc. etc. Ça, c'était la première partie de la naissance. Donc, en plus de ça, elle a dû faire une césarienne. Alors, pareil, la césarienne, en fait, on se rend compte dans les bébés qui naissent pas par voie basse, mais par césarienne, qu'ils ne bénéficient pas de tout l'apport au niveau du système immunitaire et de la flore intestinale qu'on reçoit normalement quand on passe par la voie utérine enfin, de la maman. Euh, et donc, ça reste un événement très violent et très traumatique de se voir sortir par quelqu'un d'autre que sa maman ou son papa du ventre paradisiaque de sa maman. Et en plus de ça, j'ai été conçu par si tu veux, dans un contexte où elle était en relation avec un amour de vacances d'été. Euh, Si tu veux, c'était pas un couple, c'était pas un projet. Donc il y avait à la fois le fait de ne pas être désiré, d'être un accident, et en plus de ça, le fait que mon géniteur ait décidé de repartir chez lui aux Philippines puis aux États-Unis, plutôt que de venir s'occuper de moi et de ma mère et d'assumer sa paternité. Donc en fait, la galère, c'était ça, c'était déjà de naître, mais en plus de naître avec une maladie potentielle, avec le fait de pas être allé au bout de la gestation et donc c'est comme si j'étais pas fini en fait, si tu veux, dans la conception quoi. Et puis avec entre guillemets l'abandon du père ou du géniteur en tout cas qui était absent pendant ce moment-là. Ce qui fait qu'en plus ma mère elle venait, enfin elle était arrivée des Philippines en France depuis pas très longtemps, elle parlait pas bien français, elle connaissait pas grand monde. Donc si tu veux, par rapport à tout ce qu'il y a à gérer autour de l'accouchement, pour une femme comme ça qui est étrangère et qui connaît pas du tout la culture ni la langue, c'est une galère et pour elle et pour l'enfant. Ce qui fait que je suis né avec à la fois un passage, si tu veux, tu sais, dans la couveuse. Donc la couveuse, c'est aussi quelque chose qui nous isole de la mère et donc de cette espèce de sécurité dont l'enfant a besoin au départ. Ça restait un truc en plastique en plus. Et la galère en plus, c'est que il n'y avait pas de couveuse de service d'enfants prématurés dans l'hôpital où ma mère a accouché. Donc du coup, j'ai été transféré dans un autre hôpital. Donc en plus de ça, j'étais pas près de ma mère et donc près de ma première figure d'attachement, ma figure parentale. Et donc il y avait tout qui se faisait à distance comme ça. Donc ça, évidemment, pendant très longtemps, enfin, tu te souviens jamais de ta naissance, donc c'est pas une galère consciente au départ, mais ado, je suis devenu un garçon très, enfin, j'étais pas violent, mais j'étais agressif, j'étais en colère, il y avait même de la rage, etc. De la tristesse, mais que j'arrivais pas à exprimer parce que ça se formulait toujours sous forme d'agressivité. J'ai été très 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 dur avec ma mère aussi. On a été beaucoup en conflit, etc. Et surtout, bah, j'avais cette espèce d'absence de père, enfin en tout cas de figure paternelle. Alors j'ai quand même eu un père de substitution qui m'a adopté par la suite, qui est donc Monsieur Follet, qui m'a donné son nom, voilà, qui a été d'un grand secours et d'un grand courage de m'adopter et de choisir cette vie-là. Mais ça n'a pas empêché derrière énormément de souffrance et comme je n'avais pas accès encore à cet événement, ou en tout cas avant de travailler sur moi, de faire de la thérapie, je n'avais pas du tout
une représentation concrète de ce que ça pouvait être comme traumatisme que de naître dans ce contexte-là. Bah voilà, j'ai été pendant longtemps plein d'angoisse. J'avais du mal à sortir, à prendre les transports en commun. J'avais du mal à manger aussi, du coup, parce que ça rappelait aussi mes difficultés à me nourrir quand j'étais dans le ventre de ma mère. Voilà, j'avais du mal à être, tu sais, quand je bossais par exemple en agence à l'époque, il y avait souvent des réunions, des déj de réunions où on est tous ensemble et tout. Moi, j'arrivais pas à manger, j'arrivais pas à être avec les autres. Il fallait que je m'enferme dans les toilettes pour respirer, pour essayer de redescendre un petit peu le stress. Mais c'était vraiment un enfer, quoi. Jusqu'au jour où, et là on passe à la deuxième partie, j'ai commencé un travail évidemment avec une thérapeute qui m'a énormément aidé, mais surtout il y a eu un truc, c'est l'apparition de Facebook. Pourquoi ça a été un truc salvateur pour moi? Parce que je sais pas si tu te souviens, mais Facebook met en relation des gens que tu pourrais potentiellement connaître. Mm. Et il se trouve qu'à ce moment-là, à l'avènement de Facebook, évidemment, tous les gens de ma famille s'étaient mis dessus. Et apparemment, une des cousines de ma mère, je crois, avait été contactée par mon géniteur. Et mon géniteur, en fait, elle n'a jamais pu me retrouver parce que il n'avait pas mon nom de famille, en fait. Ah oui. Et ouais. Et donc, tape Angelo dans Google, tu vas voir, il y en a plein. Donc Au en début, fait, au départ, t'avais pas le nom de famille de ta mère avant d'être adoptée ou t'as été j'avais le adoptée nom tout de de suite? famille, j'avais le nom de famille de ma mère, qui avait le nom de son père. Et très vite, elle s'est mariée avec mon père, Monsieur Follet. Donc je me suis très vite appelé Angelo Follet. Et donc, autour de 26-27 ans, ce géniteur prend contact avec cette cousine qui lui donne mon nom de famille. Et un jour, il y a une blogueuse avec qui j'avais bossé quand j'avais mon groupe de musique à l'époque, qui me dit, écoute, je sais que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais il y a un message apparemment sur une vieille vidéo il y a 10 ans qu'on avait faite ensemble, où il y a un mec qui commente et qui dit qu'apparemment il te connaît, etc. Bon, je regarde, et là je vois en anglais, parce qu'il parle en anglais, et qui dit bonjour, je m'appelle Arthur et je suis ton père. Donc c'est absolument mystérieux, mystique, je ne sais pas comment ça peut s'appeler. Euh, Bon, je pense qu'en fait, là, ce qui a facilité la reprise de contact, c'est que à l'époque, j'étais accompagné par une thérapeute et donc ça a facilité aussi le fait que j'étais pas forcément en colère à ce moment-là. Et du coup, on a commencé à se reparler. J'ai ajouté mon père sur Facebook, du coup. Voilà, on a fait connaissance comme ça. Et puis, ça m'a pris 1 an de travail thérapeutique pour finalement prendre la décision de le rencontrer en vrai et d'aller le voir aux États-Unis. Et en fait, voilà, je suis allé aux États-Unis pendant une semaine. Je voulais vraiment que le temps soit défini pour pas être obligé de rester, etc. Et j'ai rencontré du coup toute la branche paternelle, donc avec ma grand-mère, mes cousins, mon oncle, enfin mes oncles, ma tante, etc. Et en rentrant des États-Unis, je n'avais plus rien. J'avais plus d'angoisse, j'avais plus mal au ventre. J'arrivais à manger avec les autres, j'arrivais à sociabiliser, j'arrivais à prendre les transports. Donc c'était assez mystique. Au-delà du travail thérapeutique, je pense que cet événement a été d'un grand secours pour moi. Et ça m'a permis du coup de comprendre en l'ayant rencontré, de lui poser plein de questions, de lui dire pourquoi elle était partie, enfin de lui demander pourquoi elle était partie, voilà, qu'est-ce qu'il vit, comment il vivait à l'époque, etc. Et pour moi, la grosse, je sais pas comment dire, la grosse conclusion, la grosse morale de cette histoire, c'est que pendant presque 26-27 ans, euh, j'ai vécu comme un enfant abandonné, Mm. qui devait se démerder tout seul, qui refusait de recevoir de l'aide des autres, voilà, qui était très orgueilleux, très agressif, etc. Et en ayant eu sa version de l'histoire, et après d'ailleurs on s'est revus, il est venu en France, il a reparlé à ma mère, etc. Enfin, ça s'est amélioré. En ayant eu en fait sa version de l'histoire, c'est comme si ça avait pu, ça m'avait permis de changer mon passé. C'est-à-dire que d'un enfant abandonné, j'étais passé à un enfant qui avait juste vécu ce qu'il a vécu avec ce père qui n'avait pas décidé d'être père, qui avait continué à faire le choix de vivre sa vie à l'époque où il avait 25 ans. Et je crois que ça, c'est une des clés pour moi, en général, dans la thérapie et dans les moments, les passages qu'on vit et les moments douloureux, c'est
de refaire l'histoire, quoi. C'est-à-dire qu'on se construit avec une sorte de version de notre histoire, de nous-mêmes. Et en fait, quand tu explores un peu plus, quand tu explores aussi ce qu'a vécu la maman, le papa, le frère, la sœur, etc., ou voir les générations au-dessus, et ça c'est mon métier du coup, bah, tu te rends compte qu'en fait, c'était, ouais, bah, à l'époque, par exemple, bah oui, papy, il était à la guerre, etc. Enfin, il y avait des galères, c'est une famille d'immigrés, donc bah voilà, pour survivre, ils ont dû partir de chez eux, etc. Enfin, il y a tout un contexte qui fait que, ah, ok, bah, je suis pas juste un enfant qui a été abandonné, qui n'a pas assez de valeur, qui est pas assez bien, ou qui est pas assez, qui est pas suffisant pour qu'un père reste auprès de lui, etc. Mais pendant longtemps, je me suis construit en me disant qu'il fallait que je me rattrape, qu'il fallait que je fasse 2 fois plus d'efforts que tout le monde, parce que, a priori, j'étais né avec cette espèce de manque au départ où bah voilà, je suis peut-être pas assez pour être l'enfant de quelqu'un, quoi. Waouh. Voilà. Et est-ce que c'était conscient quand t'étais ado et quand t'étais pas bien? Est-ce que tu savais pourquoi? Non, en plus, tu sais, il y a une trahison de ma mère quand j'ai eu 7 ans, quand j'avais 7 ans. C'est que, en fait, moi, j'étais persuadé pendant 7 ans de ne l'avoir jamais connu et en plus que mon père, Monsieur Follet, était mon père. Ouais. Et elle me l'a dit qu'à 7 ans. C'est-à-dire qu'à 7 ans, elle m'a dit, bah voilà, ton père, c'est pas ton père. Ton père, c'est quelqu'un avec qui je t'ai fait il y a 8 ans. Et donc là, j'étais sidéré. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est comme si toutes mes émotions s'étaient coupées, tellement c'était impossible pour moi d'exprimer tout ce qui se passait en moi à ce moment-là. Et en fait, ce jour-là, j'ai coupé mes émotions et je suis devenu super agressif. Donc, donc en fait, il y a eu à la fois l'abandon du père, qui n'est pas un abandon en réalité, et la Ouais. trahison de ma mère, qui n'est pas une trahison, mais une façon pour elle d'avoir fait du mieux qu'elle pouvait, ou en attendant que j'ai l'âge de comprendre, quoi. Ouais. D'où l'importance de pas cacher ses galères, quoi, du coup. Bah Enfin, non, quand on y arrive, après ça, c'est là, on est dans la psychologie, on est dans des domaines encore plus inconscients et tout, mais bon, c'est ouais. cool. Il y a quelqu'un qui demande comment tu as traversé tes peurs et tes angoisses. Euh, je les ai traversés déjà parce que j'ai une pratique artistique, ce qui Mm. m'a permis, ça je le dis à chaque fois, mais la pratique artistique ou en tout cas créative et créatrice, c'est vraiment une façon très très saine et très très puissante d'exprimer des choses qu'on n'arrive pas à exprimer autrement qu'en dessinant, en écrivant une histoire, en chantant une chanson, etc. Et donc du coup, ben, moi je viens d'une famille de danseurs et bizarrement, j'ai pas choisi la danse, j'ai choisi la musique. Donc ça m'a permis de vachement exprimer des choses. Euh, C'était de la musique très très mélancolique à l'époque, donc ça voulait dire ce que ça voulait dire. Et donc l'art m'a permis ça. Et puis après, bah, j'ai été très bien accompagné. Moi, ça fait 12 ans hein, que je suis en thérapie. Et ça fait voilà 4 ans que je suis praticien, que je suis toujours en thérapie et que je suis aussi supervisé. Et en fait, ce travail-là, c'est devenu une passion. Et en fait, à la fois, j'étais agressif, mais en même temps, j'étais très, très, très curieux de savoir comment les humains fonctionnent. Parce qu'au départ, je me disais, mais comment on peut abandonner un enfant? Et donc ça, c'est la première question. Mais finalement, en fait, je me suis dit, mais comment l'être humain fait pour faire tel choix et ressentir telle émotion, etc. Donc, je crois que un peu comme Camille, il y a l'appel du cœur, de ce que je ressens au fond de moi, qui fait que il y a forcément une part de courage, à la fois de demander de l'aide ou en tout cas d'aller voir ses galères ou ses peurs, euh, et puis apprendre à vivre avec. C'est-à-dire que je ne changerai pas le passé, je change juste l'histoire que je me raconte de ce que j'ai vécu. Mm. Ouais. Bah, merci beaucoup, hein. Il y a des gens, Bah, voilà, merci. qui disent vive l'expression artistique. Pour moi, ça a été la danse, la danse. Camille qui dit ça peut aussi être le sport pour d'autres. C'est Ouais, vrai. bah ouais. Vive les thérapies. Alors, il y a deux questions. Ah, il y a plein de questions. Oula. Désolé. Alors, deux questions. Non, non, bah non, c'est cool. Tiffany qui dit, est-ce que tu as réussi à ne pas transférer ce premier traumatisme sur tes relations personnelles, amoureuses, amicales et professionnelles? Alors, pas du tout. J'ai complètement transféré, projeté l'autre comme quelqu'un qui est potentiellement quelqu'un qui va m'abandonner. Donc, pour qu'il ne m'abandonne pas, bah, j'étais en permanence en train de m'adapter aux personnes et d'être au service de ces personnes. Ce qui m'a développé des qualités d'hypersensibilité, de sentir d'empathie, de sentir aussi qu'est-ce qui se passe chez l'autre. Sauf que jusqu'à ce que ça devienne un métier d'accompagner les autres, c'était une prison. Parce que finalement, en fait, il n'y a aucun moment où je faisais les choses pour moi. Je faisais toujours les choses pour les autres. Et puis, à un moment donné, j'ai compris que
ce même truc pouvait à la fois de l'autre côté de la pièce devenir une qualité, le côté voilà un peu accompagnant, lumineux. Euh, et du coup, dans ma vie privée, je m'écoute et je m'occupe de moi, et dans mon métier, je m'occupe des autres. Hmm. Voilà, il y a plein de questions là. Ouais. Est-ce que ta maman a aussi transformé cette expérience de vie en positif? Oui, parce que elle s'est finalement, elle a, on peut en parler aussi de ça, c'est qu'en fait, elle a quand même fait le choix seule de me garder, alors qu'elle vivait en tant qu'immigrée, qu'elle connaissait pas grand monde, qu'elle parlait pas français, et puis bah, qu'il n'y avait pas un homme pour la soutenir à ce moment-là. Et en fait, elle a très très vite pris les devants, c'est-à-dire que finalement, elle s'est occupée de moi, mes grands-parents se sont occupés de moi. Elle a fait le choix aussi d'arrêter la danse pour pouvoir s'occuper de moi. Et puis elle s'est mariée avec mon père, qui est un incroyable papa qui m'a énormément aidé, aimé et soutenu. Donc oui, oui, elle a fait des choix pour moi et je souhaite qu'aujourd'hui elle fasse des choix pour elle enfin, parce que j'ai 35 ans, donc elle peut vivre pour elle. Ok. Bah, je partage Nadège qui dit merci pour ton partage. Il y a aussi, j'essaie de lire les noms, Chapon Karine qui dit quelle franchise, waouh, gratitude. Et ouais, merci beaucoup parce que c'était Merci à toi. trop cool. J'aimerais te poser 40 000 questions, mais il y a Bon, on se plein de gens là verra qu'on peut hors confinement, on ira boire des bières si tu veux. Ouais, grave, ouais, carrément, avec plaisir. Faut savoir qu'on s'est jamais vu en vrai, enfin, on s'est croisé une fois, mais on On s'est s'est vu une jamais fois. vraiment. Mm. Ouais, c'est vu une fois, mais on s'est pas vraiment, on se connaît pas vraiment. Non. Et voilà. Et il y a Camille qui dit, genre, c'est elle qui envoie les cœurs depuis tout à l'heure, elle dit, j'en vois plein de. Merci Camille. Merci beaucoup. Voilà. Merci Alice. Merci beaucoup à toi. En plus, on a passé les 100 personnes qui regardent ce live. Mm. Merci beaucoup. On va accueillir Sarah après. Je sais pas si tu connais Sarah. Je connais Sarah, ouais, parce que je fais de la boxe, donc je la connais Ah, de renommée. ok. Juste pour te prévenir, au cas où tu ne le sais pas, parce que c'est peut-être ton premier live, c'est que le live ne dure qu'une heure. Donc tu vas Ah, peut-être être coupé, ce ok. qui veut dire que potentiellement c'est peut-être mieux pour toi de couper après nous Ah oui. et de relancer un live, comme ça relance une heure et tu ne seras Ouais. pas coupé du coup. Ouais, je vais faire ça parce que je savais pas. Ok, Ouais, merci. moi ça m'est arrivé plein de fois, galère, donc Ouais. je te préviens. Ah oui, tu fais bien de me dire. Ok, bon, on va couper et je lance un nouveau live et j'inviterai Sarah dessus. Merci Merci Alice, beaucoup. merci à tout À le tout de monde. suite dans le Ciao. prochain live. Ah, on a oublié de faire la photo. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Attention, attendez, nous... Ah, ça y est. Salut les amis. Je suis un ficus. Qu'est-ce qui s'appelle Je suis un ficus. Salut tout le monde. Bonsoir Paris. Ah, c'est Nathan. Ok. Pourquoi il s'appelle Je suis un ficus? Oui, salut. Salut tout le monde. On était 100 tout à l'heure. Hein. Est-ce qu'on va se rattraper? Est-ce qu'on sera 100? Salut. Salut Hélène Reynaud, 13. Salut Élise. Salut Laurence. J'attends Sarah, hein, parce que là, du coup, euh, la dernière personne à passer, c'est Sarah. Donc, pour ceux qui la connaissent pas, Sarah Ouramoun, on kiffe trop, ouais. C'est trop cool, hein, franchement. Ouais, dernière personne à passer, c'est Sarah Ouramoun. Donc, Sarah Ouramoun, c'est une boxeuse. Elle a commencé la boxe adolescente. Et à l'époque, les femmes n'avaient. J'ai fait un screen à sens. Ah oui, j'ai pas. Ah bah, elle est là, Sarah. Bah, voilà. Bah, du coup, je l'accueille. Et si vous pouvez faire des screens, j'ai oublié de. Coucou Guillaume, en attente de Sarah. On a coupé le Salut, screen. Salut Sarah, ça va? ça va? Ça va et toi? En forme? Ouais, très bien. Ouais. Et Bah toi? écoute, ça va, tout va bien. Donc, combien de live de la journée? J'en ai fait deux, là, c'est mon troisième. C'est mon troisième. Mais là, ça va, c'est cool. Je suis assise. C'est moins sportif, ça fait du bien aussi de, Ah oui, oui, non, c'est pas sportif là, on est tu tranquille. vois, ça fait du bien de pas organiser, de juste être porté. Donc non, et puis je suis ravie de le faire avec toi.
Ouais, carrément. J'étais en train de te présenter. Bonsoir Sarah. Ma mère te dit Ah, bonsoir. bonsoir à tout le monde. Alors juste, donc j'étais en train de te présenter, mais tu te présenteras toi. J'explique un peu le principe du live. Donc juste avant, je sais pas si Ouais, j'ai si suivi, t'étais hein. là avant ou pas. Il y avait Camille et Angelo qui ont chacun raconté une galère et surtout comment ils l'ont tourné en positif. Parce que l'idée de Cache pas ta joie, c'est de révéler Mm. du positif. Mais je pense que la meilleure manière de parler de joie, c'est c'est d'être excuse-moi, j'ai été coupée parce que ma mère dit merci d'être aussi inspirante pour Alice. J'ai l'impression de prendre Avec conseil. plaisir. Ouais, pardon, oui. Donc l'idée de montrer ces galères, c'est de comprendre il y a souvent un lien et que c'est en acceptant toutes les galères qu'après on peut en apprendre Mm. devenir plus fort et plus positif. Et je trouve que tu es un exemple d'optimisme et de tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à toi. Ok, bah écoute, merci Donc, beaucoup. J'essaye en pas de tout cas rien. d'être optimiste. Tu vois, même dans cette période de confinement, j'essaye de voir le bon côté des choses en me disant que Ouais, je veux en profiter pour créer des beaux moments, des souvenirs avec mes enfants. Et donc, c'est le cas. ouais. Tu vois, j'essaye d'en profiter au maximum parce que je me dis que, bon, j'espère que ce sera la seule fois où on sera confiné aussi longtemps. Et donc, voilà, je profite de ce temps pour jouer, pour les découvrir, pour leur apprendre plein de choses. Donc, ouais, j'essaye de voir autant que possible le côté positif. Et d'ailleurs, je crois que j'ai toujours été comme ça et aussi très rêveuse, avec beaucoup Ouais. d'ambition, à penser que tout allait toujours bien se passer. Et bah, en fait, pour ce live, je me suis dit que enfin, je suis boxeuse, donc je vais partir sur mon expérience de boxeuse, même si celle-ci Mm. m'a amenée vers plein d'autres univers dans lesquels, d'ailleurs, je me suis beaucoup appuyée sur mon expérience de sportif parce que pour moi, ça a été une expérience très riche qui m'a apporté énormément et j'en ai tiré beaucoup d'enseignements. Et forcément, pour moi, dans ma carrière, un des enfin, les moments les plus difficiles pour moi, ça a été en 2012, quand je perds aux qualifications des Jeux de Londres, parce qu'en fait, moi, je rêve de faire les Jeux depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Je regardais les Jeux de Barcelone en 92 en disant à tout le monde qu'un jour, je ferais les Jeux, sauf que je faisais 1,20 m, que j'étais boulotte, voilà, je touchais un peu à tout, mais j'étais pas exceptionnelle. Mais voilà, j'étais persuadée qu'un jour j'irais au jeu. Alors je ne savais pas dans quel sport, comment, mais j'avais envie d'y aller. Ça m'a porté pendant plus de 20 ans. Je me suis réveillée tous les matins avec cette envie-là. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a donné le sourire. Ça m'a apporté beaucoup de joie parce que j'avais un objectif. Et j'ai eu la chance de découvrir une passion, la boxe. Et donc, je me suis entraînée avec beaucoup de joie à chaque fois. Hein. J'allais à l'entraînement, je me suis vraiment révélée à travers ce sport. Et puis, 2012, on nous annonce enfin que les femmes vont intégrer le programme olympique. Et j'entendais tout à l'heure dans ton intro, t'expliquais que pour la boxe féminine, en fait, on a eu l'autorisation de boxer qu'en 99. Moi, j'ai commencé en 96. Donc, tu vois, j'ai commencé un peu presque dans l'intimité, quoi, parce que j'avais un entraîneur qui acceptait de m'entraîner dans sa salle, ce qui n'était pas le cas partout, hein. Mais voilà, donc 99, 13 ans après, enfin 99, je gagne des titres, France, Europe, Monde, et puis 2012, ce fameux tournoi de qualification olympique, une seule chance, 8 minutes pour gagner son billet pour les Jeux. Et moi, ça faisait 16 ans que je m'entraînais pour ça. Je sais pas, dans la tête, ça a craqué. Je me suis laissée emporter par l'enjeu, par l'envie de bien faire, de ne pas décevoir, de faire plaisir à ma famille, mes amis, mon entourage, tous ceux qui me soutenaient. Et bon, je me suis littéralement plantée. Pendant 8 minutes, je me suis parlé à moi-même en me disant c'est maintenant, il faut, il faut. Et puis, mon corps ne réagissait pas. Et le gong a retenti. Et pour moi, c'était à ce moment-là un des moments les plus durs de ma carrière parce que tout s'est écroulé. J'avais l'impression que la salle tournait autour de moi. Enfin, c'était assez compliqué.
Et je décide d'arrêter ma carrière sur cet échec parce que pour moi, c'était ma dernière année à haut niveau. Je voulais faire les jeux et puis après, construire ma famille, construire professionnellement, autrement en tout cas que dans la boxe. Mm. Et donc, Et t'avais quel âge j'avais, en 2000? alors, j'avais 30 ans. Ah. J'avais 30 ans, Et donc c'est vieux pour un boxeur? oui, c'est l'âge où on arrête sa carrière. C'est surtout que moi, j'avais commencé quand même très jeune. J'avais énormément de combats, donc tu vois, c'est l'âge. On peut continuer hein, suivant la manière dont on a géré sa carrière, mais la plupart du temps, c'est voilà, vers 30 ans, on commence, on est plus sur la fin qu'au début. Et donc moi, je décide d'arrêter, sauf que j'avais encore l'envie au fond de moi et 2 ans après, je décide de remonter sur un ring, sauf que j'avais créé ma boîte. Ma petite fille, la première, avait 6 mois. Et là, bam, personne n'a voulu m'accompagner parce que 32 ans, j'étais trop vieille. Maman, on me disait que enfin, une maman sur un ring, c'était pas possible, qu'on avait déjà accepté des femmes et de voir une maman, c'était trop compliqué pour, je pense, pour le public et l'univers de la boxe, en tout cas à cette époque. Et donc voilà, il a fallu repartir au combat, au sens propre comme au sens figuré, mais seul. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, OK, j'ai quand même la chance d'avoir une passion, d'avoir un rêve, d'y croire. Et je me suis dit, mais voilà, même si j'ai pas ce qu'il faut, c'est-à-dire que j'avais pas de salle de boxe, j'avais pas de moyens pour partir à l'étranger dans les camps d'entraînement, enfin faire du haut niveau. Mais là, tu as, la passion et le petit truc, le petit grain de folie qui te dit, OK, il y a eu cet échec, mais cet échec, ça peut aussi te servir à partir du moment où tu l'analyses, tu prends le temps de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi tu as glissé, pourquoi tu es tombé et comment tu peux en tirer des bonnes leçons pour pouvoir avancer. Et en fait, moi, j'ai compris que j'étais peut-être pas assez forte dans la tête et pourtant, je pensais être une vraie compétitrice. J'avais quand même fait plusieurs championnats du monde, alors je pensais que j'étais prête aux grosses compétitions et en fait, non. Dans le côté mental, on peut toujours l'explorer et aller vraiment à l'infini. Et c'est ce que j'ai décidé de faire, c'est-à-dire aller explorer au fond de moi et devenir encore plus costaud dans la tête pour pouvoir aller chercher cette qualification et pouvoir vivre mon rêve des Jeux. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur moi, sur mes failles, sur mes faiblesses. Et c'est compliqué quand même de se regarder en face et de comprendre que voilà, il y a des choses qui vont pas mais c'est ce qui m'a permis d'en tirer une vraie force, d'être beaucoup plus solide, d'accepter même le regard des autres, les remarques négatives, vraiment tout ça. Et puis ouais, surtout, je pense que le plus dur, c'est le regard que les gens peuvent porter sur toi. Parce que moi, les gens me regardaient comme une folle en me disant, mais attends, elle a 32 ans, elle n'a pas réussi quand elle était à haut niveau en équipe de France avec tout un staff au top. Maintenant, elle a rien. Je m'entraînais dans mon garage sur un banc d'Omios, tu vois, donc le truc vraiment grand public, c'est pas du haut niveau, on n'avait pas tous les poids. J'avais Marcel, que tu connais bien, qui appuyait sur la barre pour charger un peu plus parce qu'on n'avait pas tout ce qu'il fallait. Donc, tu vois, et là, à ce moment-là, je me disais, mais je vais jamais, dans 2 ans, c'est les Jeux, comment je peux être prête pour aller aux Jeux en me préparant dans un garage toute seule, quoi. Et en fait, c'est des moments où, tu vois, le mental t'aide à passer un cap en me disant, OK, qu'est-ce que j'ai au lieu de regarder ce que tu n'as pas. Et pour moi, je me suis dit, là, c'est maintenant qu'il faut faire preuve d'innovation frugale. Tu démarres avec ce que tu as. Steve Jobs, il a démarré dans un garage, il a réussi. Et ben, toi aussi, tu vas réussir. Et puis après, c'était surtout de se dire, moi, j'ai envie d'essayer parce que les regrets, il n'y a rien de pire. Et c'était ce qui me faisait peur parce que tu vois, dans le monde du sport, tu entends beaucoup de sportifs qui regrettent d'avoir arrêté leur carrière à cause d'une blessure ou parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés, parce qu'ils ont fait le match ou le combat de trop. Et moi, je sentais que j'en avais encore. En tout cas, le cœur était là. Et je me disais que si je travaille mon mental, mes émotions, et ben,
derrière, je serai assez solide pour pouvoir vivre mon rêve. Et c'est ce qui s'est passé. Mais vraiment en travaillant sur les échecs et en, en travaillant l'analyse vidéo, donc en regardant mon comportement, mon attitude sur un combat que j'ai pas voulu revoir. J'ai jamais voulu entendre parler des Jeux de Londres, tout ça. Enfin, pour moi, c'était une période qu'il fallait oublier parce que j'avais l'impression que déjà que je vivais une injustice, qu'on m'avait volé alors que c'est moi qui avais fauté. On m'a pas volé ce combat, il n'y a pas eu une mauvaise décision, c'est vraiment moi qui ai perdu. Et donc voilà, c'est comment t'appuyer sur ce moment où tu vis des émotions difficiles, où t'as pas envie d'en parler, t'as juste envie d'en faire un vieux souvenir. Et pour moi, j'étais persuadée que j'allais plus jamais mettre une paire de gants et que j'allais plus jamais monter sur un ring. Mais non, c'était là, il y a le rêve qui prend aux tripes et l'envie d'aller au bout, quoi, de finir son histoire. Et quand tu as fait ton combat de qualification pour Rio 2016, du coup, est-ce que tu l'avais en tête le dernier ou c'était facile? T'y penses parce que en fait, c'est pareil. À chaque fois, c'est des combats en mort subite. C'est-à-dire que tu arrives sur une compétition, tu as à peu près 500, voire 600 personnes pour une ou deux places au jeu. Donc, tu es dans un grand gymnase, tu as une grosse pression parce que tout le monde est en maillot de bain, on attend la pesée, tu es en file indienne, tu t'attends des heures, tu montes sur ta balance. Si tu passes parce que tu fais le poids, eh ben, tu es inscrite au tirage au sort. Il y a une machine qui a un peu le loto, quoi. Tu tires un numéro, ça correspond à une adversaire, et bam, tu montes sur le ring. Et tu as 8 minutes pour gagner ton combat et continuer ton chemin. Si tu perds, c'est fini. Ton histoire s'arrête là. Sauf que l'histoire, c'était 20 ans, quoi. C'est une histoire de 20 ans. Donc, quand tu arrives, tu te dis, waouh, j'ai 8 minutes. Donc, tu vois, j'ai passé premier combat, deuxième combat, troisième combat, ça passe. Et quand tu arrives au dernier, et là, je me suis forcément fait la réflexion en me disant, 2012, je suis tombée juste avant. C'est-à-dire que j'ai gagné tous les combats et le dernier, bam, échec. Et là, 2016, je me dis 8 minutes. Je me suis pas dit c'est maintenant ou jamais. Je me suis dit j'ai fait tout un travail mental pour vivre le moment présent, être dans ma stratégie de combat, m'appuyer sur mes forces. Et en fait, tu as tout un mécanisme qui fait que tu te prépares à être puissante dans la tête. Parce que tu as répété des choses, tu t'appuies vraiment sur tes forces et tu oublies toutes les pensées parasites qui font que ça te dévie de ton objectif et toutes ces pensées qui sont ouais, il faut y aller, c'est maintenant. Et si j'y arrive pas, ça fait 2 fois, cette fois c'est fini, je pourrais pas y retourner. Donc tout ça, hop, au vestiaire. Et par contre, je suis restée ouais, Sarah, t'es précise, t'es rapide, tu touches, tu sors. Enfin, tu vois, à me répéter vraiment plus des gestes techniques, tactiques. Voilà, le but, c'est quoi? C'est de la toucher, donc répète. Et si tu paniques, eh ben, répète des enchaînements dans ta tête, ça va te permettre d'oublier que tu es fatigué, que tu as mal, que tu commences à douter. Et ça a super bien marché parce qu'en fait, ça a été pour moi un de mes plus beaux combats parce que j'étais vraiment dans ce qu'on appelle le flow chez le sportif où tu es hyper clairvoyant, tu as des super sensations, tu as l'impression que tu es chez toi, c'est ton ring et que presque que tu as des manettes et que tout ce que tu as envie eh ben, se produit. Mais en fait, tout se passe dans la tête. C'est que tu l'as tellement travaillé, anticipé, imaginé et travaillé mentalement que tu y crois et que ouais, c'est très bizarre, mais le mental, c'est quand même très, très, très puissant. Ouais. Et du coup, je sais pas si tout le monde est au courant, je vais même pas dire d'intro. Après, donc, t'es allé au JO. Ouais. Je suis allée au jeu, Et donc les qualifications, c'était au mois de mai. Je suis partie au jeu ouais. à Rio au mois d'août. Et donc, comme en plus, moi, comme j'avais arrêté 2 ans, j'étais passée tout en bas des classements. Et donc, même pour le tournoi de qualification, j'ai dû me taper vraiment toutes les étapes. Mais en même temps, c'était pas plus mal parce que je pense que j'avais besoin de remonter sur le ring et de me faire ma place dans cet espace. Parce qu'en fait, le premier combat, c'est toujours dur. Tu as besoin de te jauger. Et puis là, je suis montée en puissance. Moi, j'aime bien enchaîner les combats parce que plus j'en fais, mieux je me sens. Et donc, bon, là, j'ai démarré tout au début et ça a été pareil au jeu, puisque j'étais toujours pas classée. Donc, j'ai démarré dès le début du tournoi olympique. Donc, moi, j'ai eu 15 jours de compétition. Donc, 15 jours pour être à bloc dans ta tête, c'est très difficile. Je me suis enfermée dans ma chambre. Je sortais très peu, sauf pour aller à l'entraînement, au combat ou au médical.
Mais j'étais vraiment dans ma bulle. J'ai coupé les réseaux sociaux, tout, parce que je savais que ça allait être très long et qu'en fait, j'avais pas de deuxième chance. Tu vois, tu peux pas. Les jeux, très souvent, quand tu y vas la première fois, tu peux te laisser un peu embarquer par la fête. C'est assez magique. Tu as une atmosphère très particulière. Tu as envie de t'amuser. Tu peux vite oublier ton objectif sportif. Et moi, c'est vrai que j'étais quand même là pour me faire plaisir sur le ring et surtout aller chercher la paix. C'est-à-dire que je voulais vraiment finir ma carrière sans regret et aller au bout de moi-même. J'imaginais pas forcément un podium, mais je voulais tout donner, quoi, me dépasser et descendre vraiment en me disant j'aurais pas pu faire mieux. J'ai tout donné, je me suis amusée et c'est bon, je peux rentrer chez moi, tout va bien. Et en fait, en allant à Rio, c'est ce qui s'est passé, quoi. J'ai pris les combats un par un avec deux objectifs, le plaisir et zéro regret. Et je me suis vraiment, vraiment fait plaisir, quoi. C'était pour moi un régal de boxer. Et donc, je termine ma carrière sur une finale olympique. Je perds en finale contre l'Anglaise, assez juste, puisqu'on fait 4 rounds, il y a 2-2, puis bon, ça bascule pour elle, mais zéro regret parce que voilà, j'ai tout donné, quoi. Donc hyper, hyper contente et j'ai pu enfin fermer le livre de l'histoire de ma vie de boxeuse pour passer à autre chose. Donc, tu as trouvé la paix. J'ai trouvé la paix, j'ai vraiment vécu pleinement ma carrière. Tu vois, j'ai boxé pendant 20 ans, j'ai fait 265 combats un peu partout dans le monde. J'ai rencontré énormément de personnes et vraiment, je me suis découverte. Vraiment. Ouais. Ouais, ça t'apprend tellement sur toi, c'est incroyable. Il y a eu des questions pendant que tu parlais, du coup, je vais te les lire maintenant. Ouais. Parce que moi, je pourrais te poser plein, mais je préfère poser ceux des gens. Il y a quelqu'un qui demande d'où vient ton amour pour la boxe. Ça a été un pur hasard. Enfin, moi, je suis pas d'une famille de sportifs et encore moins de boxeurs. La boxe, je la connaissais qu'à travers Rocky à l'époque. Donc, non, je suis passée devant une salle de boxe et en fait, c'est une rencontre avec l'entraîneur qui gérait cette salle. Saïd, il m'a entraîné pendant 16 ans. Et lui, il a su me parler de la boxe vraiment avec passion. C'était le noble art, l'escrime des poings, c'était des stratégies de jeu. Et dès que j'ai commencé à m'entraîner, j'ai adoré vraiment déjà l'ambiance dans cette salle. Il y avait une vraie solidarité. Et ce qui m'a plu encore plus, c'était le moment sur le ring où tu es face à un adversaire. En fait, tu es face à toi-même. C'est un peu le moment de vérité où tu vois ce que tu as dans les tripes. Et moi, j'adorais explorer un peu ce que j'avais dans le ventre, quoi. Essayer d'aller encore plus loin et me dire, mais je peux faire plus. Et puis, ça m'a beaucoup valorisée. C'est-à-dire que j'étais une ado assez introvertie et la boxe m'a permis de pouvoir m'exprimer, de gagner en confiance et puis d'accepter d'être complètement scrutée et regardée par tout le monde autour du ring. Tu vois, de monter sur un ring, t'es que deux et t'as une salle entière qui te regarde. Tu te mets aussi un peu en danger, hein. Tu peux vite être humilié, hein. Mais ça, ouais, je pense que c'est tout ça. Et puis après, c'est le côté très mental et très physique de la boxe qui m'a plu, hein. Mm. Ouais. Il y a Samy qui demande si tu parles encore à ce coach, à Saïd. Oui, je crois que tu t'es même encore entraîné dans sa salle après. Ah oui, oui. En fait, en 2012, je décide d'arrêter avec lui parce que 16 ans, j'avais besoin d'une d'autres méthodes d'entraînement et c'est vrai que Saïd, c'était quelqu'un de très positif et tout était très bien avec lui. Sauf que voilà, à 32 ans, j'avais besoin qu'on me rentre un peu plus dedans. J'avais besoin de quelqu'un qui me dise la vérité parce que je courais après le temps. J'avais que 2 ans pour me préparer au jeu et je voulais être quelqu'un d'hyper précis, hyper rigoureux, qui me dise les choses. Et Marcel, il est très cru. Marcel, c'est un entraîneur qui est hyper discipliné, qui mesure tout, aussi bien dans l'assiette que le chrono, et surtout qui est hyper franc et qui a su à chaque fois me dire des choses en face qui m'ont fait mal, mais qui m'ont permis aussi de me dépasser et de prendre les bonnes décisions. Donc j'avais besoin de ça. Et non, Saïd, c'est comme un deuxième père. Je l'ai connu, j'avais 16 ans et voilà, il est toujours dans ma vie. Ça va au-delà du sport. Ouais. Tu crées une vraie Et relation. ouais, il y a Maxou qui a demandé si la force du groupe, il y a eu un nom pour cette équipe, je crois, en 2016. Est-ce que ça t'a apporté le supplément d'âme? Clairement, l'équipe, c'est une vraie force. Alors nous, on est dans un sport très individuel
Et le fait d'avoir une équipe, bah déjà, en fait, nous, la team, elle s'est créée bien avant les Jeux parce que tu passes énormément de temps en camp d'entraînement, dans les stages, sur les compétitions. Donc forcément, tu crées du lien, on mange ensemble, on dort ensemble, on s'entraîne ensemble, tu vis les moments durs comme les moments de joie. Donc il y a du lien qui se crée. Et puis après, au jeu, il y a eu besoin aussi de cette unité et de cette cohésion parce qu'on avait vécu à l'époque, 2012, une Olympiade très compliquée avec des vols. On avait eu, pour ceux qui connaissent un peu la boxe, il y a eu le vol d'Alexis Vastine et de Nordine Oubaly. Et puis après, le décès d'Alexis. Donc, ça a été ouais, un vrai besoin de se regrouper, d'être fort ensemble. Et puis au jeu, de se sentir porté parce qu'en fait, on est parti dans un élan très positif. Tu commences la compétition et tu as un premier combat de gagné et derrière, c'est un cercle vertueux. Tu as tout le groupe qui a envie de suivre, d'être dans cette même dynamique. On affichait en fait, on avait une chambre où on se regroupait tous les matins pour faire le planning de la journée. On disait, bah voilà, il y a un tel qui boxe parce qu'en fait, tout le monde ne démarre pas la compétition en même temps. Et puis, des fois, tu as 1, 2, 3 jours de repos. Et donc, à chaque fois, on affichait le programme. Ben voilà, tu as un tel qui boxe à 11h, l'autre à 19h. Et on s'était donné un objectif, c'était de faire le tour de la pièce avec les photos des bras levés, donc de chaque combat gagné. Et donc, tous les jours, tu avais plusieurs photos d'affichés en fonction des combats effectués et surtout des combats gagnés. Et c'était l'enjeu, quoi. Tu avais envie de continuer et de te dire, ouais, ben, c'est moi aujourd'hui, je vais être la prochaine photo. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé parce que tu rentres dans un truc hyper positif et on partait au combat avec l'envie et tu te sens plus fort quand tu as l'impression que tu as l'équipe derrière qui te pousse, tu les entends crier et tu sais que voilà, ils sont là, ils observent, ils surveillent le pointage, t'es pas seul sur le ring. Donc ouais, c'était hyper important d'avoir cette équipe. Ok. Il y a Tamar, bon, je sais pas, Tamar Le Fournier, boxeuse, qui demande à quel âge tu as terminé ta carrière, et donc j'en déduis 34 ans, non, c'est 34 ça? ans, c'est ça, ouais. 34 ans à Rio. Ok. Et est-ce que, moi j'ai une dernière question, tout, tout ce que tu as appris grâce à la boxe pendant ta carrière, comment tu l'appliques aujourd'hui? Ben, clairement, tu vois, j'ai déjà j'ai été entrepreneur pendant ma carrière à un moment donné où ben, justement j'ai fait une coupure pour avoir ma fille. À l'époque, j'étais à Sciences Po et j'ai découvert l'entrepreneuriat un peu par hasard. Il y avait un cours qui s'appelait Initiation à l'entrepreneuriat et j'y suis allée en me disant ben, ça va m'aider à développer mon club de boxe. Et en fait, ouais, tout de suite, ça a matché parce que le lien entre le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat, la recherche de l'excellence, faire face à la concurrence, tu es complètement obnubilé par ton projet, tu vis pour ça. Enfin, il y avait tellement de parallèles que je me suis dit, c'est ce qu'il me faut. Et en même temps, je pensais que ça allait me faire oublier la boxe, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, je suis retournée sur le ring, mais en même temps, j'ai continué à développer ma première boîte. Et très vite, en fait, l'état d'esprit que tu as sur un ring, forcément, ça te colle au quotidien. C'est ta personnalité, hein, avant tout. Et en fait, la manière dont je m'organise, toutes les programmations, la rigueur qu'on peut avoir, l'endurance, la patience, tout ça, c'est des qualités que tu transposes dans ton quotidien professionnel et personnel. Tu as forcément un état d'esprit aussi. Tout à l'heure, on parlait d'état d'esprit positif. Quand tu es sportif de haut niveau, tu peux que être Ouais. positif et ambitieux parce qu'en fait, tous les jours, c'est difficile. Et en plus, dans un sport comme la boxe où tu as tes régimes parce qu'il faut faire le poids, c'est un jugement humain. Donc, très souvent, tu es victime un peu de décisions compliquées. Donc, tu vois comment tu fais pour rebondir et y retourner. Donc voilà, le rebond, c'est aussi une qualité du sportif de savoir à chaque fois te relever et repartir tout de suite vers un nouvel objectif, un nouveau challenge avec la même énergie. Et une autre qualité vraiment qui me sert, c'est celle de l'adaptation et comment tu peux au quotidien faire face aux choses un peu imprévues. Donc, cette agilité qu'on a, qu'on a l'obligation de faire preuve sur un ring, et ben, c'est
c'est une qualité aussi que j'essaye d'entretenir hein, dans ma vie, que ce soit professionnellement ou personnellement. Ouais. Ouais, ok. Attends, il y a encore plein de questions, mais bon, je sais pas si c'est trop. Combien de fois tu t'entraînes par semaine et par. Bon, je pense que c'est pas forcément. Tu fais plus de boxe, enfin non, tu t'entraînes Je plus. m'entraîne toujours beaucoup, beaucoup. Hein. Surtout là, en Ah, période de cool. confinement, je suis. Non, En vrai, tout est là. voilà. Aujourd'hui, je fais quasiment 3, 4 séances par jour, mais c'est parce qu'on est en période de confinement et Ouais. parce que je partage beaucoup. Mais habituellement, je suis à une séance par jour. Et sinon, quand je boxais, j'étais à 2 voire 3 séances quotidiennes. Ok. Voilà. D'accord. Ok. Bon, bah, merci beaucoup, Sarah. Bah Il y a écoute, plein de gens qui t'ont remercié, qui te remercient. bon, Voilà. bah écoute. Et moi aussi. Et bah écoute, merci à toi Alice pour ce live, pour cette belle initiative. Continue à parsemer de la joie partout. C'est hyper contagieux et ça fait du bien. Donc voilà, je te souhaite une belle soirée. Prends bien Merci. soin de toi et puis à très bientôt. Salut, Ouais, carrément. Salut. salut, ciao. Eh ben, merci à tous d'avoir suivi ce live. Alors oui, j'ai pas lu toutes vos questions parce que Francky a fait à manger. J'ai pas lu toutes vos questions parce que c'était pas forcément sur le thème du positif, tout ça. On parlait de l'INSEP, voilà, j'ai bien lu vos questions, mais voilà, je voulais pas retenir Sarah trop longtemps. Le Ramadan, je sais pas si elle le fait ou comment elle le fait. Voilà, et ben merci à tous d'avoir suivi ce live, c'était trop chouette. Je suis pas sûre j'ai oublié de faire une capture d'écran avec Sarah. Tant pis. Euh... J'ai fait le premier, mais voilà, merci d'avoir suivi ce live. J'espère que je pourrai le mettre en replay. Et puis sinon, bah, ça sera pour nous. Et puis voilà, bah, dites-moi ce que vous en avez pensé, ça me serait utile. Moi, j'ai adoré les écouter. Ouais, trois intervenants passionnants. Et je me dis que si ça vous plaît, on pourrait peut-être en refaire bah, avec vous, parce que je sais que parmi vous, il y a plein de gens qui ont plein de belles histoires aussi à raconter. Donc n'hésitez pas à m'écrire en message privé, à me raconter un peu ce que vous aimeriez raconter. Bon, c'est vrai que là, ça fait un peu long, peut-être faire 2 intervenants par live, pour pas que ça dure trop longtemps. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait quand même 1 heure et demie. C'était vraiment top. Ouais, ben merci beaucoup. Je sais pas si vous avez d'autres questions, d'autres remarques avant de terminer. Merci d'avoir suivi, merci pour vos questions et merci pour vos cœurs. Voilà. Est-ce que quelqu'un a fait une capture d'écran de Sarah et moi pendant le live? Si c'est possible de me l'envoyer. Comme ça, je pourrais repartager après. Je sais pas. Moi, j'ai oublié. J'étais trop captivée par ce qu'elle disait. Non, personne. Bon, vous me le direz en message privé. Merci beaucoup et puis bonne soirée à tous. Bisous.